qui le scandale est arrivé Donald Trump. Espérant peut-être aussi isolationniste en diable, alors que les élections de mi-mandat sont pour bientôt et que l'affaire Epstein continue de faire des ravages. De fait, des influenceurs de la galaxie MAGA, Make America Great Again, prennent déjà leur distance avec leur grand homme. This is Israel's war. This is not the United States' war. This war is not being waged on behalf of American national security objectives. No, this war is waged purely because Israel wanted it. I don't think those 4 service members died for the United States. I think they died for Iran or for Israel. Our government's job is not to look out for Iran or for Israel. It's to look out for us. And this feels very much, to me, like it is clearly Israel's war. Most completely against this war. Make America Great Again was supposed to be America first, not Israel first, not any foreign country first, not any foreign people first, but the American people first and our problem. I am furious about this. We are nearly $40 trillion in debt. How much is this war going to cost us? Et si cette guerre se jouait aussi et surtout dans les isoloirs, dans les stations-service? C'est-à-dire la guerre rapide, on en a eu des exemples, dont les résultats étaient d'ailleurs assez mitigés, hein, mais effectivement, il était un temps où la puissance était à son summum d'efficacité et où quelques jours d'action militaire très ciblée permettaient de gagner, c'est-à-dire au vainqueur d'imposer sa loi au vaincu. Ça, c'était l'époque où la guerre était essentiellement militaire et où, effectivement, le différentiel de puissance ou, de façon plus subtile, le différentiel dans la subtilité et la ruse qui accompagnait l'usage de la puissance faisait la différence. Maintenant, on est entré dans un jeu dont peut-être les événements terribles, funestes que nous vivons actuellement sont les premiers vrais révélateurs. C'est-à-dire que dans la confrontation se mêle bien entendu l'instrument militaire, et lui, il a fonctionné dès le premier jour. Le 28 février, le guide suprême a été ciblé et abattu, quantité de réserves d'armes ont été atteintes, les lanceurs de missiles en Iran, etc. Mais à côté de ça, il y a quantité de ressources qui viennent complètement brouiller le jeu. C'est-à-dire que les dirigeants de la République islamique ont très bien compris qu'en jouant de l'arme économique, de l'arme culturelle, de l'arme communicationnelle, de l'arme sociale, on pouvait complètement perturber l'équation militaire. C'est ce qui est en train de se passer. On en avait, mais de façon très différente, hein, ne créons pas de malentendus, un avant-goût avec déjà la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire, on s'était aperçu que, au-delà de l'affrontement militaire qui était majeur, frontal, beaucoup plus que dans le cas iranien, entre Russes et Ukrainiens, il y avait les effets d'halo, les effets interactifs de la perturbation économique. Au tout début, c'était « mais est-ce que les pays du Sud ne vont pas être privés de matières agricoles essentielles ?» Et puis ensuite, ça a été la question des engrais. Est-ce que les engrais ne vont pas être victimes de ce qui est en train de se produire? Bref, on a assisté, avec en plus le jeu des sanctions très complexe, à une perturbation d'un affrontement direct et simple. Avec le conflit moyen-oriental, on voit apparaître 3 paramètres extramilitaires. Premier paramètre, je l'ai déjà dit, on va y revenir, c'est très connu, la désorganisation économique. Deuxième paramètre, je dirais la désorganisation tout court. C'est-à-dire, c'est peut-être la première guerre où on voit qu'affaiblir l'ennemi consiste à démontrer au monde qu'il n'est pas
sujet à confiance, qui n'est pas sujet à crédibilité. Ce qui se dit depuis 15 jours, c'est « mais est-ce que vraiment les pétromonarchies sont les lieux d'investissement idéaux pour placer notre argent ? Est-ce que véritablement le hub que constitue l'aéroport de Dubaï ou celui de Doha, qui était une source énorme de revenus pour ces pays, est aussi sûr que ça. Si je veux aller quelques jours à Bali ou en Thaïlande, est-ce que j'ai intérêt à prendre Emirates, Qatar Airways ? Pas maintenant, mais même dans les mois, dans les années qui viennent. Ça, c'est aussi un élément de déstabilisation qui échappe complètement à cette logique dite du rapport de force. Et puis, il y a un troisième élément qui est, je dirais, cette façon presque inédite, en tout cas jamais atteint un tel niveau, de créer un malaise mondial. C'est-à-dire une espèce de sentiment généralisé d'incertitude qui échappe au contrôle du stratège. Cette guerre marque la mort du stratège. Que peut faire le stratège américain, s'il a été sérieusement consulté par M. Trump, ce dont je ne suis pas sûr, quand d'une part, il doit gérer tous les effets d'incertitude créés par cette guerre sur le plan économique, social, réputationnel, etc., et d'autre part, cette gigantesque inconnue que constitue la réaction demain, après-demain, peut-être jamais, de la société iranienne. Donc, cette guerre du brouillard, c'est une guerre qui échappe au rapport de force et au jeu stratégique. Ça, c'est une très grande rupture, évidemment par rapport à Clausewitz, mais je dirais même par rapport à l'ordinaire de la conflictualité. Alors, si... Oui, d'un certain point de vue, c'est-à-dire que cette guerre va créer inévitablement toute une série de réactions en chaîne qui vont échapper à tout contrôle. C'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que même par exemple, si on regarde le cours du pétrole, le cours du Brent, on s'aperçoit que quelles que soient les déclarations de M. Trump, qui pour la plupart sont faites pour véritablement rassurer ce qui est son interlocuteur principal, à savoir le monde de la finance, ça ne marche plus. Côté israélien, il faut quand même pas oublier une chose qui est complètement laissée dans l'ombre, qui est que depuis octobre 2023, l'économie israélienne s'épuise dans une guerre qu'elle a, alors contrairement aux États-Unis, intérêt à mener jusqu'au bout, et la mener jusqu'au bout représente un coût économique absolument dramatique. Et ça, personne ne le dit. Et un jour, il faudra en prendre la mesure, de même d'ailleurs que personne ne dit comment les sanctions issues du BDS, mais que l'on retrouve maintenant sous des formes très variées, ont coûté très cher à l'économie israélienne. Donc on est un petit peu là aussi dans une situation extrêmement préoccupante pour l'État hébreu qui, lui, n'a pas le choix. Trump peut arrêter cette guerre quand il veut, en disant « on a réussi la plus formidable et sensationnelle victoire que jamais un président démocrate n'aurait réussi à accomplir ». Et puis, il va s'arrêter, il va passer à autre chose, il va s'occuper de Cuba, il va s'occuper de la Chine, il va s'occuper des tarifs douaniers, il va s'occuper de l'affaire Epstein ou je ne sais quoi. Israël n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'Israël a déjà, on ne le dit pas assez, été paradoxalement atteint par l'inaccomplissement, l'inachèvement de l'opération de juin dernier. Et là, l'idée, c'est si on recommence finalement le match nul de juin 2025, eh bien, on perd toute crédibilité. Et qui a été immédiatement mise en avant, notamment par les dirigeants états-uniens, de dire « mais c'est pas grave, le détroit d'Ormuz, ça va ennuyer les pays d'Asie orientale, la Chine, mais aussi la Corée, le Japon, nous, c'est pas notre problème, même l'Europe ne dépend pas du détroit d'Ormuz ».
ça, à nouveau, c'était avant, c'est-à-dire cette vision internationale plus que mondialisée. C'est vrai que le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz a pour principale destination les pays d'Asie orientale. C'est tout à fait exact. Seulement, l'économie mondiale, elle est systémique. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'économie mondiale, européenne, africaine, américaine, dépend aussi de la transformation des produits pétroliers que la Chine et les pays d'Asie orientale extraient du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire la paralysie de l'économie, en tous les cas de transformation d'hydrocarbures de l'Asie orientale, va directement affecter le marché de l'engrais, le marché du plastique, quantité d'éléments qui sont devenus vitaux pour les économies du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de sectorisé dans le monde actuel. C'est probablement cela que les observateurs et les dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Donc, effectivement, quand le détroit d'Ormuz est atteint, c'est l'économie mondiale qui est atteinte. Rappelle-toi, il y a quelques mois, lorsque les Houthis frappaient en mer Rouge, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire gêner le trafic en mer Rouge, c'était porter atteinte au canal de Suez, c'était désorganiser toute l'économie mondiale. Ça n'avait pas la même dimension, donc ça n'a pas eu le même impact que ce que nous connaissons actuellement. Mais effectivement, tout le monde est pénalisé par ce blocage éventuel, parce que je vais y revenir dans un instant, c'est un peu plus compliqué que ça, du détroit d'Ormuz, et tout le monde se trouve pénalisé à partir du moment où un acteur est pénalisé. C'est ça l'élément nouveau de l'équation qu'on n'arrive pas à faire entrer en ligne de compte. Alors maintenant, il y a l'attitude de la Chine, et la Chine, elle a réagi à sa manière, c'est-à-dire non pas en sortant les trompettes, non pas en envoyant l'équivalent du Charles de Gaulle, mais tout simplement en négociant et en agissant dans l'ombre, et notamment, effectivement, en obtenant des exemptions. Alors, ces exemptions, c'est pas le confort maximal, hein, parce que, encore une fois, les crises de cette nature, elles ont une dimension objective. La dimension objective, c'est bateau passe ou il passe pas. Bon, c'est un bateau qui bat pavillon chinois ou en tous les cas qui est à destination de la Chine, on le laissera probablement passer. C'est donc une façon de limiter les dégâts. Mais il y a aussi dans toute crise une dimension subjective, c'est ce que je disais tout à l'heure, la confiance est perdue, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler dans cette direction et avec des partenaires qui dépendent du détroit d'Ormuz. Donc tout ça est très compliqué, la Chine est dans une situation embarrassée, elle a réussi jusqu'à maintenant à limiter les dégâts très astucieusement, et ça c'est un autre élément qui peut devenir déterminant du nouveau jeu international. L'Iran va s'en servir. J'ai le moyen de décider qui peut gagner et qui peut perdre dans l'économie mondiale en modulant la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bloqué, ce détroit? Ça veut dire que quand on a dit qu'il serait miné et que plus personne ne pourra passer, c'était probablement faux, parce que l'optimum stratégique pour la République islamique, c'est plus contrôler qu'empêcher. Et ça, c'est le signe que le personnel de la République islamique d'Iran a compris un des aspects déterminants de la mondialisation. La mondialisation rend son optimum quand on peut en maîtriser ou en tous les cas en contrôler les ficelles. C'est ce que font les Chinois depuis fort longtemps, à travers la route de la soie, à travers tous les accords commerciaux passés, à travers l'achat de certains ports, etc. Donc, l'idée, c'est pas saboter la mondialisation, ça retombera sur les pieds de tout le monde. L'idée, c'est de réussir à la contrôler. Si un pays comme l'Iran, qui n'est pas une superpuissance, arrive à se présenter à la face du monde comme étant le réel contrôleur de
du détroit d'Ormuz, là, effectivement, ça lui donne une capacité que les États-Unis n'ont pas. Alors, C'est un aveu d'échec. Le fait que M. Trump appelle à l'aide, alors, l'Europe, d'une part, enfin, les principales puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, et les principales puissances asiatiques et la Chine, le Japon.